avons une décision, une mesure plutôt totale et définitive. C'est-à-dire quoi? Nous n'avons pas qu'une seule élection qui nous pose des problèmes. Nous avons environ 7 différents scrutins. Et que trouvons les solutions par rapport à ces 7 différents scrutins sans nous fixer sur quelque chose qui représente la communauté d'intérêt. Si Papi Tambale dit et que l'autre dit le contraire, et qu'on dirait que ce monsieur-là qui dit le contraire aime le Congo plus que Papi Tamba, ce n'est pas l'avis de plusieurs nationalistes congolais aujourd'hui. Il y a plusieurs nationalistes congolais et patriotes aujourd'hui qui réfléchissent dans ce sens-là en disant tout simplement que si nous avons des problèmes au Congo, ce sont les Congolais qui trouveront les solutions de leur pays. Et le meilleur cadre, ce serait le dialogue. Maintenant, réfléchissons en termes de grandes personnes, en termes de politique avertie. À ce stade précis, que gagnerons-nous si nous devons nous limiter à établir les responsabilités? Je crois qu'à ce stade précis, nous devons beaucoup plus regarder les pistes de solutions. Fumuto a proposé quelque chose à juste titre que j'approuve, qui voudrait que le dialogue soit inclusif. Voilà au moins une piste de solution à laquelle nous pourrions travailler. L'Afrique, aujourd'hui, est à l'ère de la Renaissance, M. Mathieu. Que les gens comprennent que certains États voisins ont reçu des menaces, peut-être pas avec la même proportion. Ils ont fait ce qu'ils ont pensé qu'ils devaient faire. Et aujourd'hui, ils avancent avec leur propre rythme. Que les gens ne pensent pas... Ce sont des modèles à copier ou quand même? Dans les modèles à copier, ça serait aujourd'hui que les Américains, l'Union européenne, qui viennent bafouer totalement nos différents problèmes pour se focaliser sur leurs intérêts. Ça, c'est le modèle à copier. Moi, personnellement, cette façon de faire la politique, ça ne m'arrange pas. Et je vais seulement dire une chose, M. Mathieu, en toute liberté. Parce qu'ayant vécu plusieurs années en France, je sais approximativement comment réfléchir. Permettez-moi l'expression, ce n'est pas du racisme, mais l'homme blanc. Je sais comment il réfléchit en termes de ses intérêts. Et je sais comment comprendre cette prise de position à la veille, permettez-moi d'insister là-dessus, de la réception du chef de l'État par le président chinois à l'équivalent devant ce qui peut être considéré comme étant l'équivalent du Parlement chinois. Ce qui n'est pas un petit événement. Rappelons-nous ici, il ne sont que 4 chefs d'État africains qui ont été invités. L'Égypte, le Soudan, alors Bachir qui est sous le coup des mandats d'arrêt international, l'Afrique du Sud et comme par hasard un certain Joseph Kabila et la RDC. Rappelez-vous, hein, M. Mathieu, essayez d'analyser cela pour voir comment cela pourrait être perçu quand nous savons ce que la République démocratique du Congo représente. Mais je vais dire ceci. L'année passée en 2013, non, en 2014, nous avons dit, je ne sais pas si c'est en 2013 ou 2014, je crois que c'est 2014, le président américain a invité environ 47 chefs d'État africains. Ça, c'est vrai. Ils sont partis. Je n'ai pas entendu les communiqués d'un président chinois ou russe ou quelque part. Ils ont fait des promesses d'investissement en Afrique à la hauteur de 35 milliards de dollars. La RDC aujourd'hui attend encore les premiers dollars. Et certains pays d'Afrique aussi. Lorsqu'aujourd'hui vous voulez reconstruire votre pays et que vous pensez que pour reconstruire ces pays, vous pouvez aller là où l'argent se trouve pour parler, à discuter avec ces gens-là. Quel péché commettez-vous contre votre pays? Je vais rentrer... Pour qu'on puisse maintenant utiliser, permettez-moi d'en finir, qu'on puisse utiliser certains Congolais. Cela se vérifie sur les plateaux ici. Nous savons de quel bord ils sont parce que nous les avons vus aller même d'y prendre comme lobby, comme lobbying, hein, comme lobbyiste par exemple Herman Cohen. Nous savons tous quelle est la position d'Herman Cohen par rapport à la situation de notre pays. Ça suffit seulement comme motif pour constitutionnaliser l'Église. Monsieur Mathieu, le problème n'est pas le problème de constitutionnaliser. Les problèmes, posons-les en termes clairs. Nous sommes devant une situation où nous avons un stock important d'élections à organiser et que nous avons des problèmes non pas seulement posés par la majorité, mais posés aussi par l'opposition. L'opposition qui réclamait par exemple l'enrôlement des nouveaux majeurs réclame aujourd'hui pratiquement la révision du fichier électoral. C'est un problème et ils ont raison de les proposer. Maintenant, dans quel cadre voudriez-vous que nous puissions trouver cette solution? Cette fixation que les amis font, surtout notre ancien secrétaire général, qui aujourd'hui, il faut le dire, il a fait plus de temps au PPRD qu'à l'INC. Donc, nous pensons les connaître encore mieux que les gens de l'INC. Alors, notre ancien secrétaire général, aujourd'hui, ne peut pas se bâtir continuellement et indéfiniment à fixer celui qui pense qu'il lui a enlevé le beefsteak de sa bouche. Apparemment, vous êtes en train de les désigner comme les seuls blocages qui restent pour le dialogue. Non, je ne les désigne pas comme étant les seuls blocages. J'ai dit que sur les plateaux, vous avez entendu des positions. Chez eux, nous savons, il y a un problème.
Vous m'avez enlevé le beefsteak et la bouche, il faut que je me batte maintenant pour non pas récupérer le beefsteak, mais pour que vous aussi, vous pouvez plus l'avoir. Maintenant, ces combats-là, c'est Fumutoto l'a appelé un moment dissident. D'accord, Papita. Ils n'ont qu'à continuer les combats pendant des années. Ils doivent savoir que les nationalistes congolais les feront toujours barrage. Ça, d'accord. Herman Cohen n'aura jamais droit de citer par rapport à ses idées en République démocratique du Congo. Les dialogues, pourquoi? Non, qu'on se le dise. La semaine passée sur ce plateau, vraiment les gens n'ont pas donné à la réponse satisfaisante à la population. Pour vous, les dialogues viendraient résoudre quoi? Constitutionnaliser les glissements ou s'attendre pour commencer par les élections présidentielles ou municipales urbaines? Soyons clairs. Merci beaucoup, mais Clément, je vais recentrer un peu le débat. D'accord. Il est très clair que les dispositions constitutionnelles, j'allais dire réglementaires, que ce soit les lois, que ce soit la Constitution ou les textes réglementaires, permettent de réguler la société. Mais malgré la présence de ces dispositions, il peut y avoir que véritablement la société n'est pas en situation d'équilibre. Et les hommes qui ont créé ces lois peuvent se mettre d'accord pour dire mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi les choses n'ont pas l'air d'avancer? Et puis ils peuvent trouver une solution. Donc le faire n'est pas un crime de lèse-majesté ou une adhésion. Mais vous évitez de dire c'est tel qui est responsable. Je m'excuse beaucoup. Je m'excuse beaucoup. Qui évite de dire que tel est responsable? Qui ont reçu? C'est la majorité qui a la responsabilité et qui a reçu maintenant, depuis 2011, d'organiser les élections. Et que c'est la majorité qui n'a pas démontré une volonté volontariste d'organiser ces élections. Et c'est la majorité qui, aujourd'hui, est en train véritablement de chercher à trouver des solutions une année avant le mandat. On n'a pas véritablement d'aller à l'université pour chercher qui n'a pas organisé les élections. Et c'est là justement qu'on ne voudrait vraiment pas comprendre de l'IDPS. Nous disons simplement que les élections n'ont pas été organisées. L'enrôlement de nouveaux majeurs, leur vision des fichiers électoraux. Les élections sont compartimentées à 8 étapes. C'est trop par rapport au délai qui reste. Entre-temps, il y a deux tendances qui se dessinent. Il y a la tendance qui voudrait qu'on priorise, et c'est là justement l'addition de la communauté internationale, qu'on priorise les élections législatives et présidentielles. Il y a une autre tendance qui dit, mais écoutez, il faut considérer les calendriers global. Qui a raison? Qui a tort? Mais entre-temps, il n'est pas question d'être spécialiste des questions électorales pour comprendre que le volume d'activités à réaliser aujourd'hui ne permettent pas, dans un délai d'une année, de pouvoir organiser toutes ces élections. Mais en commençant par la base, les présidentielles vont être récalées quand même. Excusez. Et donc, ces tendances-là, vous verrez, et si l'intelligence est fonctionnelle, pas une intelligence de perroquet, mais l'intelligence très pointue, Audrey, que les gens discutent, qu'on mette en place, qu'on mette sur la table ces deux tendances, parce que le Congo nous appartient. Nous faisons partie de la communauté internationale. J'ai entendu le développement de toutes ces théories des relations internationales, etc., pour lesquelles, nous avons internalisé pendant plusieurs années. Mais j'avais dit que on n'a pas besoin d'entendre les États-Unis, on n'a pas besoin d'entendre la France pour nous dire de se mettre ensemble, pour discuter sur des questions qui énervent. Pourquoi pas? Pourquoi ça vous gêne? Bon, alors, mais non, quand on dit, et c'est là justement que je prends conscience de l'émotion de la classe politique. Quiconque voudrait le dialogue, il voudrait le glissement. Ah non. L'UDPS, en 2011, a été victime des élections. L'UDPS a réclamé l'impérium. Tout le monde te disait tout à l'heure qu'il y a deux présidents. Il y a eu un problème. Le problème entre qui et qui? Parce qu'on a posé cette question. Le problème est entre l'UDPS et la majorité au pouvoir. Parce que ceux qui aujourd'hui disent qu'il ne faut pas le dialogue, etc., ils n'ont pas été concernés par ça. Il y a eu quelqu'un qui s'appelle le président Limité. Mais alors maintenant, on s'est dit, en ayant une année, il est difficile d'organiser toutes ces élections. On risque de revenir, de rééditer l'exploit de 2011. Et la situation risque d'être plus pire que ça. Mettons-nous ensemble. Mais les deux ensemble ne veut pas dire la majorité de la classe politique. Non. Et là, je suis vraiment inquiet. Je suis vraiment inquiet parce que, sincèrement, la rencontre de 2 ou 3 personnes ne peuvent pas représenter la République. Je suis très très mal placé pour apprécier la performance de la qualité intellectuelle intrinsèque de notre pays, parce que quand les gens disent ils se sont entendus de prolonger les mandats, ils se sont entendus d'avoir un gouvernement, ils se sont entendus. Un certain média là. Je m'excuse beaucoup.
Précisez-nous là-dessus. Disons. Parce que ma question attend toujours la réponse. Pour vous, le dialogue, c'est pour aboutir à quoi? Je vais terminer. Exactement ça le Je vais problème. terminer. Ils se sont entendus, Mais non! Quelle est la configuration de la République? Notre pays est composé de la mouvance présidentielle, de l'opposition politique, des personnes indépendantes et de la société civile. Et donc, le dialogue suppose la réunion de tous ces différents compartiments, de toutes ces composantes. Et c'est de là que va générer les résolutions. C'est de là que va générer les recommandations. Alors, maintenant, lorsqu'on se dit, l'UDPS est pour parler avec le PPRD, pour se partager les pouvoirs. Mais écoutez, c'est une soif mal... c'est un désir qui frise un peu l'égoïsme à la zaïroise. Comment pouvez-vous imaginer quelqu'un de la trempe de Tshisekedi, qui est trempé dans la boue aujourd'hui, dont de petits esprits sont mis à les balloter comme un petit gamin, oubliant tous les sacrifices qui ont été consentis, oubliant tout le travail qui a été mis en place, oubliant qu'aujourd'hui, on est en train de parler calmement parce qu'il y a des gens qui se sont investis et qui ont souffert dans leur amour propre, qui ont souffert dans leur sueur, dans leur sang. Et qui en réalité ne sont pas, à 50 ans, 60 ans, ils n'ont pas eu besoin du pouvoir. Et à 83 ans, quelqu'un va dire, je vais aller prendre ce pouvoir-là pour en faire quoi? Pour aller danser comme tout le monde à Chétéma. Il faut qu'à un moment donné, sincèrement, que les gens... ça vous énerve? Ça énerve parce que... Ça énerve parce que... certains médias, vous y aviez... Ça énerve parce que... Mais dites-nous ce que vous vous êtes dit. Je fais comme observateur. Je connais les hommes politiques. L'INC ne va pas me dire que... il a un pourparler aussi avec la mouvance. Le MSC ne va pas me le dire. Il y a toujours des contacts. Je suis vu le secrétaire général de l'INC dire quand on arrête avec les contacts avec les résidences de l'Ilière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la politique est faite de débats, la politique est faite des échanges, contacts, de partage, des contacts. Et faire des contacts, ça ne suppose pas brader la République. Et prendre une approche simpliste, j'allais dire immorale, de pouvoir tirer des conclusions non concluantes pour dire que ceux qui véritablement voudraient le dialogue aujourd'hui vers les glissements, écoutez, ça, ce sont des propos dénués de tout fondement qui frisent l'immaturité dans le cadre politique. D'accord, les gens travaillent, parlent, mais encore que je voudrais apaiser mon frère Toto qui s'est lancé dans cette histoire de la définition et de la confusion qui, en fait, autour des concepts dialogue, etc., que je considère comme une notion polysémique. Il faut savoir la positionner dans le contexte que vous l'utilisez, on peut bien comprendre. Ça, d'accord. Mais je pense que l'opinion est en train de comprendre quel dialogue nous utilisons, et c'est le dialogue pour dédramatiser les relations politiques, permettre les différentes composantes de la société discuter pour se dire en ayant tel délai, sommes-nous capables, qu'est-ce que nous faisons, et nous levons l'option que nous devons déterminer la communauté internationale. Il ne faudrait pas que la communauté internationale soit en amont de ce que peut représenter notre action. Et moi, je suis dans la génération qui pense, et pour avoir vécu des injustices, et connaît suffisamment la vision de la communauté internationale, cette communauté internationale, je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on grandisse. Et notre génération n'a pas besoin d'être des bébés sous biberon, mais notre génération doit aider à ce que nous avons été dans les mêmes écoles qu'eux et que nous sommes capables de déterminer un sens de direction et de leur donner la matière, et nous avons besoin d'eux pour qu'ils nous aident à pouvoir avancer. Merci. D'accord, Norbert. C'est sans commentaire. J'aimerais commencer par l'UNC avant la troisième voie. UNC, finalement, vous ne trouvez pas, vous ne faites pas un constat que vous risquez de rester seul et toute la classe politique, opposition, majorité, société civile, ira dialoguer sans vous? Mathieu, merci pour la question. J'aimerais d'abord réagir par rapport aux propos de mon aîné Norbert Yamba. Pour moi, c'est avec beaucoup d'étonnement que je suis en train d'entendre que les deux personnes les plus importantes qui doivent être sur une table, c'est Étienne Tshisekedi et Joseph Kabila. Si pas l'UDPS qui avait gagné les élections, je le confirme, et la majorité sous la conduite de M. Étienne Tshisekedi. Mais à vous entendre, cher aîné, apparemment les deux sont déjà d'accord pour le dialogue, mais ils peuvent commencer leur dialogue. Les concertations ont eu lieu en RDC sans Vital Kamerhe, sans l'UNC, mais elles ont eu lieu. Mais quelle sera maintenant, et les pays quelles seront les conclusions? Non, ça c'était pour dire que si pour eux, ils estiment que les deux suffisent pour représenter toute la République, tout le Congo, libre à eux. Mais pour nous, l'Union pour la nation congolaise, nous ne participerons jamais à une quelconque messe où le peuple congolais sera piégé. Permettez-moi aussi de glisser encore un autre mot sur Papi Tamba qui a dit que
les milliards de dollars qu'avaient promis les États-Unis, nous attendons jusqu'à ce jour ne fût-ce qu'un seul dollar en République démocratique du Congo. Papi Tamba, la mégestion qui caractérise votre pouvoir laisse à désirer. L'Angola était clair sur les différends qui nous opposaient sur le pétrole.